La seule façon pour qu'il n'y ait pas de Palestine libre, c'est comme ce qui s'est passé au Canada ou aux États-Unis ou en Australie, c'est de décimer les populations. Et là, on ne peut plus le faire. Bonjour Ahmed Ben Saada et Jacob Cohen, je suis absolument ravie de vous accueillir sur Tribune Libre tous les deux. Merci d'être là. Monsieur Ben Saada, vous êtes intellectuel d'origine algérienne, docteur en physique. Vous avez été enseignant à l'université d'Oran. Vous avez été chercheur à l'école polytechnique de Montréal, enseignant à la commission scolaire de Montréal, c'est bien ça? Exactement, oui. Vous êtes consultant scientifique pour des maisons d'édition et vous êtes également récipiendaire de nombreux prix d'excellence au Canada, c'est bien ça? Exactement, oui. Très bien. Jacob Cohen, intellectuel français ayant grandi au Maroc, qui a vécu en Israël et en Allemagne. C'est bien ça, Jacob? Je n'ai pas vécu en Israël. Ah, même pas un petit peu? Non, j'ai fait des séjours de 1 à 2 mois. Des séjours de 1 à 2 mois. Des séjours de 1 à 2 mois, voilà. Très mais bien. Pas plus. Ben, voilà. Et Jacob est auteur de nombreux ouvrages, dont le fameux Printemps des Sayanim. J'ai une première question d'ordre général. Pourquoi y a-t-il une question sur ce fameux Sahara occidental? Est-ce que vous pouvez d'abord définir ce que c'est et quels sont les enjeux, les conflits et les questions autour de ce thème, voilà, cette région? Merci Jacob. Si tu permets, Ahmed, je vais juste poser la question en 1 minute ou 2. D'accord? Voilà. Le territoire marocain, ou qui était plus ou moins sous influence du roi ou de la monarchie, des monarchies marocaines, n'était pas un État, au sens moderne du terme, avec des frontières bien définies, etc. Ce qui fait que, en 1912, l'appétit des grandes puissances a ouvert le Maroc à la colonisation de l'Espagne et de la France, qui se sont partagés tout ce territoire, depuis Tanger jusqu'à la Mauritanie. Donc l'Espagne a pris le sud, la France le centre, et l'Espagne a pris le nord, Tétouan, etc. Et Tanger est devenue ville internationale. Lorsqu'il y a eu la décolonisation en 1955, le Maroc aurait pu récupérer tous ses territoires, donc jusqu'au Sahara. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'en 1955, la monarchie marocaine était soucieuse de conserver son pouvoir absolu. Et donc, elle ne faisait pas confiance à ces groupes armés qui auraient pu libérer le Sahara, Ifni, etc. Et donc, elle s'est alliée aux anciens colonisateurs pour réprimer les mouvements de libération. Donc, elle a renoncé à récupérer à ces territoires historiques. Ce qui fait que quand elle a récupéré Ifni en 1969 sans problème, mais lorsqu'est arrivée la question du Sahara occidental en 1975, il y avait déjà un mouvement de libération, il y avait déjà une identité sahraoui, il y avait déjà une rivalité maroco-algérienne, et donc le problème a pris d'autres proportions qu'un conflit de décolonisation simple. Voilà en gros voilà. J'ai posé un peu le sujet. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec mon ami Jacob, c'est qu'en fait, ces territoires, il y a des territoires qu'on peut considérer qui ont appartenu à la monarchie, il y a des territoires qui ne le sont pas. Pas parce que nous, on dit qu'ils ne le sont pas, c'est parce que les cours de justice internationale ont statué sur le sujet. Par exemple, dans le cas du Sahara occidental, en 1975, la Cour internationale de justice a rendu un verdict historique, je suis en train de lire, à la suite d'une demande du roi du Maroc, Hassan II. La Cour a conclu que les éléments de renseignement portés à sa connaissance n'établissaient l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. Donc ça, c'est la Cour internationale de justice qui dépend en fait, des Nations Unies, qui a fait, en fait, le Maroc a demandé donc à la Cour internationale de justice de statuer sur le cas du Sahara occidental et elle n'a pas eu gain de cause. Pire que ça, lorsque la Mauritanie a eu son indépendance en 1960, le Maroc a revendiqué toute la Mauritanie, disant que la Mauritanie était un espace marocain, était une des provinces marocaines. Et il n'a reconnu la Mauritanie, donc Hassan II n'a reconnu la Mauritanie qu'en 1980.
69, donc 9 ans après la création, en fait, l'indépendance de la Mauritanie. Et après cela, quand il y a eu donc le départ donc il y a eu d'un mouvement de libération qui s'appelle le Polisario, qui est le mouvement de libération de Sari al-Hamra et Wadi Dahab, deux provinces qui sont au nord et au sud du Sahara occidental actuel. Et quand ces guerriers, ces personnes qui ont essayé, donc les habitants de cette région qui ont libéré cette partie du monde, le Maroc a dit OK, nous allons prendre, il nous appartient, malgré en fait la décision de la Cour internationale de justice, ils ont décidé de la prendre et de la partager avec la Mauritanie. C'est-à-dire la Mauritanie a pris le sud et le Rio de Oro et le Maroc a pris le nord. Alors on part d'un principe. Quand on dit que ce territoire nous appartient, premièrement, on ne le partage pas avec un territoire voisin ou un pays voisin, encore moins avec un pays voisin dont on n'a pas reconnu l'existence. Je vous rappelle donc ce que je disais au début, le Maroc n'a reconnu la Mauritanie qu'en 1969 et maintenant il est impensable que le Maroc revendique la Mauritanie, alors qu'au début, à l'indépendance de ce pays-là, le Maroc l'avait. Donc, il y a des textes de loi, de jurisprudence, internationale, qui stipulent que ce territoire-là n'appartient pas au Maroc et qui n'a jamais appartenu au Maroc, contrairement, par exemple, à Ceuta et Melilla, par exemple, dans le nord du Maroc, par exemple. Voilà. J'ai une question pour vous. Oui, vas-y. Certes, d'un point de vue, il y a eu un avis de la Cour internationale de justice, mais qui a reconnu, je m'excuse, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais je l'avais lu il y a très longtemps, que il y avait, vous savez, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai commencé par cette phrase, le Maroc n'était pas un État au sens moderne du terme, c'est-à-dire il y avait une monarchie et des tas de tribus. Et l'influence monarchique de Rabat s'est allée plus ou moins en fonction de la fidélité des tribus, de la révolte des tribus, des guerres, des échanges, des butins. Enfin, donc, en fait, c'était des territoires non définis et donc où l'influence, disons une certaine influence monarchique marocaine, s'exerçait. Ce n'était pas un territoire qui n'était pas sans lien avec le Maroc. Voilà. Et moi, c'est ce que je prétends. Le fait est une chose. Ça, c'est le droit. Or, les relations internationales, malheureusement, ne sont pas fondées sur le droit. C'est-à-dire, on a rarement, réglé un problème territorial ou colonial, etc., par l'application du droit. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes devant, à partir de 1975, nous sommes devant une autre situation. Voilà. Et cette situation, ça fait accompli. Comme la Palestine, par exemple, elle a eu énormément de résolutions depuis 1948, et puis, voilà, elles sont restées lettres mortes. Donc, en fait, au-delà, il y a cet aspect historique, mais on peut peut-être avancer sur la situation. Pourquoi c'est un tel problème en Afrique du Nord entre le Maroc et les financements. Ouais. Oui, justement, excusez-moi. Avant l'apparition des frontières, comment vous pourriez définir le Sahara occidental, justement? C'est un territoire qui était occupé par les Espagnols. Je veux dire, c'est un territoire bien délimité, qui a ses frontières, ces frontières sont connues, et ces frontières sont, en fait, si vous consultez, par exemple, le site des Nations Unies, vous allez trouver la carte du Sahara occidental. Je veux juste vous rappeler quelques dates, parce que là, on semble que le droit international n'est pas très important, mais en fait, toute la décolonisation de l'Afrique s'est faite sur le droit international et sur l'intangibilité des frontières. C'est un principe de base de l'Union africaine. Et
Le 16 octobre 1975, j'ai dit que la Cour internationale de justice a rendu un verdict contraire en fait, au désirata du Maroc. Le 27 février 1976, le Front Polisario proclame la République arabe sahraoui, la RAST. Le 26 juin 1981, le roi Hassan II donne son accord pour un référendum d'autodétermination du Sahara occidental. Le 22 février 1982, la République arabe sahraoui démocratique est admise comme 51e membre de l'OUA, donc l'Organisation de l'Unité africaine, qui est par la suite devenue l'Union africaine. Le 27 juin 1990, la résolution 658 du Conseil de sécurité de l'ONU approuve la tenue d'un référendum d'autodétermination comme plan de règlement du conflit au Sahara occidental. Donc, c'était pas de donner en fait l'indépendance à ce territoire. C'est pas, mais au moins avec une force qui était désignée par l'ONU, on appelle la MINURSO, c'est d'organiser un référendum. Si les Sahraouis décident de faire un pays tout seul, ils vont faire un pays tout seul. Si ils veulent faire être une province marocaine, qu'ils le décident. C'était ça la décision. C'était pas la décision de donner l'indépendance, mais d'organiser ce référendum. Mais comme le Maroc savait que le référendum ne serait pas favorable à leur politique, il a tout fait pour justement bloquer ce référendum. On pourrait continuer comme ça. Hein. Vous savez, le 31 janvier 2017, le journal officiel du Maroc, numéro 6539, page 78, reconnaît tous les membres de l'Union africaine parce que en fait, lorsque le Sahara occidental a été admis à l'OUA, le Maroc s'est retiré pendant de nombreuses années. Il est revenu en 2017 et le journal officiel du Maroc, donc je cite le numéro 6639, page 78, reconnaît tous les États membres de l'Union africaine, y compris la République arabe sahraoui démocratique, tel que mentionné dans le document que vous allez trouver dans le journal officiel, dont j'ai une copie. Il s'agit d'une reconnaissance publique et officielle. Donc, vous voyez que, en fait, même le Maroc de Hassan II, à un certain moment de l'histoire, n'était pas contre le référendum. Et à l'ONU, c'est stipulé qu'on doit faire un référendum. C'était pas juste d'accorder une indépendance, mais de demander le choix, comme on l'a fait pour le Timor, le Timor, c'est la même chose. On a demandé aux gens du Timor, est-ce que vous voulez être avec l'Indonésie ou avoir votre indépendance? Ben, on l'a fait. Ils ont décidé d'avoir leur propre indépendance. Et le problème avec le Sahara occidental, c'est que le Maroc a toujours bloqué cette histoire de référendum. Ah oui. Alors j'ai une question à vous poser. Nous aimerions savoir comment a été créé le Front Polisario, quels sont ses financements, ses divers soutiens. Alors, c'est vrai que ça, c'est une très bonne question. Le Polisario, donc, a mené une guerre pour son indépendance. Il y a un document qui est sorti en 2022, qui est en fait le livre des mémoires écrit par Abdesselam Jelloud, qui était le premier ministre de la Libye de 1972 à 1977. Il a écrit ses mémoires en 2022 et il dit textuellement, en 1972, nous avons donné des armes au Polisario pour qu'il s'émancipe, pour qu'il ait son indépendance vis-à-vis de l'Espagne, pas vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis de l'Espagne. Et il dit, je suis allé rencontrer, alors c'est en arabe, j'essaie de traduire, je suis allé voir, ça c'est une copie de son livre, hein, du livre de Abdesselam Jelloud. Il dit, je suis allé voir le roi du Maroc, Hassan II, et je lui ai demandé, mais pourquoi vous n'aidez pas le Polisario justement à faire la guerre pour son indépendance, comme ça il sera indépendant de l'Espagne. Et Hassan II répond, il lui a dit, si Jelloud, monsieur Jelloud, j'ai assez de problèmes comme ça pour que je m'occupe du Sahara occidental. Le Sahara occidental n'est pas marocain. C'est écrit noir sur blanc. As-Sahara laysat maghribiya. On peut le lire. Je vous donne la référence, vous allez le voir. Et ça, c'est un ancien premier ministre,
Je ne vois pas pourquoi. Et bon, il raconte d'autres choses. Il a rencontré il a rencontré Franco, il a rencontré les Espagnols, parce que en fait, les premiers qui ont commencé à aider le Front Polisario, c'était les Libyens, c'était pas les Algériens. Les Algériens ont embarqué par la suite, mais l'Algérie n'a jamais revendiqué le territoire du Sahara occidental. L'Algérie a des principes de base, des principes fondamentaux. Le Sahara occidental est considéré comme le dernier pays à décoloniser en Afrique. Et la décolonisation de l'Afrique ne sera complète que lorsque le Sahara occidental aura obtenu son indépendance ou avoir choisi d'être une province marocaine s'il le désire. Okay. Jacob? Oui. Sur ce terrain aboutit à une impasse. Pourquoi? J'ai cité tout à l'heure la Palestine. La Palestine, on a des résolutions du Conseil de sécurité, de l'ONU, toutes sortes, d'accord, solution à 2 États, machin. Moi, j'ai pas les documents, mais je peux vous faire une demi-heure de résolution. Je m'en abstiens. Ok, ça, c'est la théorie. Voilà, c'est-à-dire que la Palestine doit être indépendante, tout le monde le dit, mais ça s'est pas fait. Voilà. Donc, le problème du Sahara, ok, je reconnais qu'il y a le dossier Polisario, il est béton. Sauf que, il faut, comment dire, il faut voir la réalité aujourd'hui. Voilà. On n'est pas, c'est pas, comment dire, les problèmes de géopolitique ne sont pas réglés par la CIJ ni par le droit. Il se trouve qu'il y a, moi je donne une interprétation géopolitique de l'affaire. Voilà. Il se trouve que le Sahara est un enjeu stratégique entre 2 pays, l'Algérie et le Maroc, 2 puissances à peu près d'égale importance, qui se détestent, qui se sont fait la guerre, qui n'ont jamais réussi à s'entendre après l'indépendance de l'Algérie. Ils ont même fait une guerre en 1963. Et donc, c'est un point de fixation, de combat, parce que pour l'Algérie, certes, elle a le beau rôle aujourd'hui, parce qu'elle dit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. C'est très bien. Mais personnellement, je pense que derrière ce principe, c'est très bien d'avoir le droit international pour soi. Mais il se trouve que derrière ce principe, il y a aussi le fait que l'Algérie ne pourrait jamais laisser un avantage à son voisin, à un voisin qu'elle déteste. Voilà. Et le Maroc, pareil. Donc, c'est-à-dire, ce que je voudrais dire, c'est que le Sahara, de gré ou de force, est devenu un enjeu international qui implique les grandes puissances aujourd'hui. C'est-à-dire que Trump est intervenu, l'Europe, la France est intervenue, l'Espagne, etc. Donc pourquoi? Parce que le Sahara est devenu, c'est-à-dire il y a les 2 camps. Le camp occidental qui défend le Maroc et donc il défend la position marocaine. Et d'ailleurs, le Conseil de sécurité a pris une résolution il y a 1 mois ou 2 qui montre le rapport de force, c'est-à-dire le rapport de force géopolitique qui a basculé. C'est vrai que pendant 20-30 ans, toutes les résolutions étaient pour le Polisario, les référendums, etc. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité a pris une résolution qui reconnaît que la solution marocaine, donnant une autonomie aux Sahraouis, leur paraît la plus, la plus pratique possible. Voilà. Encore une fois, il faut que ce soit clair. Moi, je ne discute pas du droit. Le droit, il est clair. Le Polisario est un mouvement de libération qui doit réclamer son État comme les Palestiniens ont droit à leur État. Très bien. Ça, c'est le principe. Mais la réalité, dans le monde, elle est différente. Voilà. La réalité, c'est les rapports de force. Et aujourd'hui, le rapport de force, pour des raisons qu'on pourrait éventuellement expliquer, il a tourné en faveur de l'Occident. Voilà. Moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça parce que, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les institutions qui ont été créées, c'était justement pour que le droit international soit de mise. Et c'est pas parce que actuellement il y a en fait, on crache sur le droit international qu'on doit l'admettre. Moi, je suis pas prêt de l'admettre. Vous savez, le 22 septembre 2022,
la Cour africaine des droits, 2022, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont dénoncé l'occupation marocaine du Sahara occidental. Pire que ça, vous avez le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne qui a reconnu que les accords commerciaux de l'Union européenne avec le Maroc en 2019, qui ont été obtenus par, comme on le sait, par tout le scandale du Maroc Gate, en matière de pêche et de produits agricoles, auxquels le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti, ont été conclus par méconnaissance des principes de l'autodétermination. Donc, en fait, que ce soit la Cour de justice de l'Union européenne, que ce soit la Cour internationale de justice, que ce soit l'ONU, toutes les grandes instances qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été créées justement pour qu'il n'y ait pas de la loi du plus fort. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que finalement, si Trump tweet quelque chose, c'est fini, ça devient plus important que la loi elle-même. C'est pas vrai. Le deal qui a été fait avec le Maroc, le Trump a dealé le Sahara occidental avec la reconnaissance d'Israël par le Maroc. Et on sait ce qui se passe actuellement. Que le peuple marocain lui-même n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de manifestations contre justement cette normalisation. Et vous savez autre chose, je veux dire, mon ami Jacob parle de pays qui se détestent. En fait, les pays ne se détestent pas. En fait, il y a des problèmes. Oui, entre les pays, je veux dire, les populations ne se détestent pas. C'est les mêmes populations, c'est des populations qui sont voisines. On a des problèmes de géostratégie depuis la création du Maroc et de l'Algérie. Le Maroc est aligné vers l'Occident, a toujours été aligné vers l'Occident, et l'Algérie a un système beaucoup plus socialiste, le Maroc a une monarchie qui est vieillotte et qui pense être une monarchie, je veux dire, qui dépend de l'Assemblée nationale, etc. Alors que nous savons tous, Jacob et moi, que tout se décide avec un groupe de personnes qui étaient au lycée lycée du Royal de Rabat. On le sait très bien, il y a eu énormément de livres qui ont été écrits sur le sujet. Qui gouverne au Maroc, en fait? C'est pas les élus, c'est pas les. Donc, autre chose aussi, en 1963, donc une année, même pas une année, je veux dire à peine une année après l'indépendance de l'Algérie, alors que l'Algérie n'avait pas d'armée, n'avait absolument rien du tout. Le Maroc a fait cette guerre. Ils se sont pas fait la guerre. Le Maroc a agressé l'Algérie en 1963 avec l'aide des Français. Avec l'aide des Français. Et l'ambassadeur français tout récemment a dit « Nous étions avec vous quand vous avez attaqué l'Algérie en 1963 ». Vous comprenez? Et si ce n'était pas en fait l'aide des Cubains et d'autres pays amis de l'Algérie, le Maroc aurait envahi une partie du territoire algérien. Et ça n'aurait pas fait, je veux dire, une longue histoire, parce que vous savez que l'Algérie a mené une guerre extrêmement sanglante contre une des puissances de l'OTAN, qui est la France, et qui est sortie après 8 ans de guerre absolument très disons sanglante et très pour dire les choses comme elles sont. Il y a eu beaucoup de crimes de guerre, etc. pendant ces 8 ans, et 132 ans de colonisation. Donc, et après tout cela, un pays frère dont les populations, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont à peu près les mêmes, nous agresse l'Algérie. Donc c'est pas l'Algérie qui a agressé le Maroc, bien au contraire, c'est le Maroc qui a agressé l'Algérie. Et le Maroc a toujours voulu s'étendre soit vers l'est, soit vers le sud, etc. Mais il attend toujours. Alors le Maroc a une technique là, je sais pas par qui il a été éduqué ou instruit, suivi mon regard. Il a toujours essayé de voir quand un pays prend son indépendance. Dès qu'un pays accède à l'indépendance, il va prendre les territoires. C'est-à-dire que quand le Polisario a fait la guerre contre l'Espagne et que l'Espagne a décidé de quitter le territoire, c'est à ce moment-là que le Maroc a dit « Ok, vous avez fait la guerre, ok, je prends le territoire. »
L'Algérie, la même chose. Ah, vous avez fait la guerre contre la France, ok, c'est bon, on va prendre un morceau de territoire. Vous comprenez, c'est toujours comme il vient cueillir le travail des autres. Et on ne comprend pas parce que, en fait, l'animosité des gouvernements successifs du Maroc contre l'Algérie, ça a été très négatif pour le Maroc. On sait par exemple que l'Algérie a alimenté le Maroc via un gazoduc qui allait en Espagne et qui a été coupé, par exemple. Donc les populations frontalières ont beaucoup de peine et de misère par rapport à ce qui s'est passé, disons, à la frontière qui est toujours fermée. La frontière entre le Maroc et l'Algérie, la frontière ouest, est toujours fermée à date maintenant. Voilà. Cher Jacob, en parlant de normalisation, pourquoi le Maroc ne respecte pas les décisions des institutions internationales? Lesquelles? Eh ben, par exemple, concernant le Sahara. Oui. Ben, c'est pas son intérêt. Écoutez, franchement. Comment peut-il passer au-dessus du droit comme ça aussi facilement? Comment peut-il passer aussi facilement au-dessus du droit? Mais parce que le monde est basé, enfin, les relations internationales, que mon ami Ahmed me pardonne, mais depuis 1945, tout ce qui s'est passé au niveau international a été quasiment basé sur le rapport de force. Voilà. Bon, enfin, je ne vais pas multiplier les exemples. J'ai cité tout à l'heure la Palestine. Bon, moi, je peux vous faire 1 heure ou deux de résolution. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Voilà. Et pourtant, la Palestine, il y a un plus grand consensus international en faveur de la Palestine que le Sahara occidental. Et pourtant, vous connaissez la situation. Donc, pourquoi? Parce que il faut savoir une chose. Le Conseil de sécurité n'est pas un organe juridique, c'est un organe politique. D'accord? C'est pas les affaires internationales n'ont pas été confiées à la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, elle juge lorsque les parties veulent bien être jugées par elle et lorsqu'elles acceptent que l'arrêt leur soit, imposé. Donc, en fait, un État n'est pas obligé d'aller devant la CIJ. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le Conseil de sécurité, enfin, je veux dire, c'est élémentaire. Bien sûr, il y a une charte avec les principes de droit, etc. Mais les pays, ils couvrent leurs exactions, leurs revendications, leurs occupations, etc., par des principes de droit, mais qui sont complètement vidés de leur sens. Donc, en fait, on a construit une ONU, une organisation des Nations Unies, où le Conseil de sécurité décide. Mais comme il y a le droit de veto, le rapport de force, etc., en fait, ce n'est pas le droit, le droit qui compte. Je vous rappelle même qu'une décision de l'ONU, celle de la 242 de 1969, donc une décision du Conseil de sécurité, une résolution qui demande aux Israéliens d'abord de quitter les territoires occupés militairement. Voilà. Eh bien, ça veut dire qu'on peut prendre une telle décision en 1969, mais qui n'est jamais appliquée. Donc, moi, ce que j'aurais voulu parler le Sahara, c'est que, bien sûr, il y a tous les beaux principes de l'Union africaine, de l'ONU, etc. Ok, d'accord, mais on peut écrire des livres là-dessus. Voilà, si des gens veulent écrire des livres, qu'ils lisent des livres. Moi, ce que j'aurais voulu dire, c'est que replacer l'histoire du Sahara dans un contexte géopolitique. Pourquoi peut-être deux peuples qui ont tout pour s'entendre n'arrivent pas à le faire? Pourquoi il y a cette hostilité? Et je regrette, moi, même si je suis très critique du Maroc, de mon pays d'origine, au point, je vais vous dire une chose, il y a un média qui s'appelle Maroc Diplomatie, qui est semi-officiel, qui avait publié il y a quelques années un article intitulé « Jacob Cohen n'est ni juif ni marocain ». Voilà. Donc, en fait, je passe pour le traître de service. OK. Donc, mais je refuse. C'est pas parce que... mais je refuse de dire que l'Algérie, c'est tout bien, ils sont ah oui, non, non. Non, je regrette. Chaque pays, vous savez, la raison d'État, vous savez ce que c'est la raison d'État? Ça veut dire de faire les choses qui sont contraires au droit, contraires à la morale, etc.,
autant l'Algérie que le Maroc, que tous les pays, lorsqu'ils sont confrontés à des intérêts fondamentaux, même la France a commis des assassinats, l'Algérie a commis des assassinats, le Maroc a commis des assassinats d'opposants, etc. Donc il ne faut pas non plus idéaliser un pays par rapport à un autre. Ce sont deux voisins qui ont chacun leur responsabilité, et malheureusement au détriment d'abord de leurs intérêts propres et de leur peuple. Alors, justement, je vais poser la question à Jacob, la question qu'il ne faut pas, avant de revenir à Monsieur Ben Saada. Si ce n'est pas le roi du Maroc qui dirige, qui gouverne, qui dirige? Je vais éviter de dire qui parce que je vais me retrouver en prison. Bon, écoutez, dans tout pays, il y a un État profond. Bon, voilà, il faut pas s'illusionner. Le roi n'est pas, même Hassan II qui était tout puissant, il devait tenir compte de certains intérêts internationaux. Il avait des relations avec les États-Unis, la France, etc. Il y a les militaires, par exemple, qui ont essayé de le renverser à 2 reprises. Donc, il les a choyés. Donc, il y a tout un. Aujourd'hui, le roi du Maroc, on ne peut pas dire qu'il est tout puissant. C'est pas Louis XIV. Il fait pas ce qu'il veut. Bien sûr, il a un conseiller spécial qui s'appelle Azoulay et qui est un juif marocain qui est probablement un Sayyan, c'est-à-dire placé là par le Mossad pour diriger la politique marocaine dans un certain sens, c'est évident. Donc, il y a les capitaux, c'est un pays capitaliste, mais aussi, mais on peut dire sans vouloir m'immiscer, l'Algérie, c'est aussi les militaires, les anciens FLN, etc., qui qui s'accaparent d'une bonne part de la richesse et du pouvoir. Monsieur Ben Saada, on dit que des armes sont fournies par l'Algérie au Front Polisario, vrai ou faux? Alors, juste avant, j'aimerais répondre à Jacob. Oui, au Maroc, qui gouverne? La fortune du roi du Maroc est abyssale. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut quantifier la fortune du roi, on peut aussi quantifier le pourcentage d'augmentation de la fortune personnelle du roi et de sa famille par rapport à celle de Hassan II. Elle est, je ne me rappelle plus, 5 ou 6 fois plus grande. Il y a des données tangibles qu'on peut consulter par rapport à tout cela. On peut aussi savoir, parce qu'il y a eu énormément de bouquins qui ont été écrits sur le pouvoir, surtout des livres français, qui connaissent très très bien la monarchie et la diplomatie marocaine depuis le temps de la colonisation. Et on peut donc quantifier tout cela. Quand on dit que les militaires se sont enrichis en Algérie, ce terme-là, c'est un terme très très stéréotypé qui est tout le temps répété, mais moi j'aimerais qu'on ait la même chose, c'est-à-dire quand on dit que le roi s'est enrichi, qu'il a plusieurs milliards de dollars qui sont en banque, etc., et qu'il a des châteaux en France, qu'il a des châteaux un peu partout au Gabon et un peu partout dans le monde, c'est quantifiable. Mais quand on dit oh les militaires se sont enrichis en Algérie, c'est pas quantifiable, mon cher Jacob. C'est juste comme c'est des trucs qu'on lance. D'ailleurs, toutes les attaques contre l'Algérie, elles sont de ce type-là. Moi, j'aimerais qu'on quantifie cela, qu'on ramène, on dit tel général, il a telle chose, telle fortune, tel truc ou tel je sais pas quoi. Donc, on ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer un système qui est basé sur la population, sur la société, avec des mesures sociales, avec une médecine gratuite, avec des logements accessibles, etc., avec un système purement capitaliste où le capital c'est lui qui mène, où il y a encore de l'esclavagisme au sein même des familles. Vous le savez, Jacob, tu dois le savoir. Moi, j'ai des amis aussi marocains. Je suis allé au Maroc à plusieurs reprises et il y a encore des bonnes à tout faire qui ne vont même pas à l'école, ils sont en âge d'aller à l'école. Donc, il y a une grosse différence en termes justement de société, de choix de société entre les deux pays. Et on ne peut pas en lancer comme ça, dire que en fait, bon, au Maroc il y a ci, et en Algérie c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je dis pas que l'Algérie est un pays modèle, ça c'est loin de moi de dire cela. Mais il y a des gains sociaux beaucoup plus tangibles, beaucoup plus quantifiables en Algérie
qu'au Maroc. Il y a juste à aller dans le sud du Maroc, voir un peu comment les gens vivent. Moi, j'étais tout récemment dans le sud de l'Algérie, dans un festival du film en fait international de court-métrage, et c'est une région très éloignée où on trouve de l'électricité, du gaz, de l'eau, et tous les gens, il y a pas ce genre je veux dire, les gens ne sont pas extrêmement riches ou quelque chose, je dis pas ça, mais il y a une aisance qui peut être quantifiée. Quand il y a eu le tremblement de terre dans le sud du Maroc, on a vu des populations qui vivaient au Moyen-Âge, quoi. Voilà. Cette parenthèse fermée. L'Algérie, elle aide l'Algérie. En fait, je vais un petit peu revenir en arrière. L'Algérie est un pays que beaucoup d'autres pays ont aidé lors de sa guerre d'indépendance. Donc, l'Algérie est redevable, qu'on le veuille ou non, à ces pays-là, à des pays, et elle est redevable aussi à ce principe de décolonisation. Le principe de décolonisation est un principe fondamental, même s'il paraît désuet par rapport à certains, comme Jacob est en train de le dire, que la décolonisation est l'intangibilité des frontières, la décolonisation, c'est un peu désuet. Maintenant, c'est celui qui a le gros bâton qui peut frapper la tête de l'autre, qui va gagner, etc. Je vous rappelle que l'Algérie a été colonisée pendant 132 ans. Et lorsque le peuple a voulu en fait, son indépendance, il a réussi à l'avoir en payant un lourd tribut. Il y a eu plus de 2 millions, disons plusieurs millions depuis le début de la colonisation, de morts en Algérie pour que l'Algérie soit indépendante. Et elle est indépendante, qu'on le veuille ou non, elle est indépendante. Et pire que ça, toute l'Afrique est indépendante actuellement. Donc, s'il n'y avait pas de droit international, la France serait encore partout, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, etc. seraient là-bas. Donc, il y a un droit international. Et ce droit international a été institué justement après la Deuxième Guerre mondiale. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a dit qu'il n'y a plus que les pays sont égaux, que les pays doivent avoir les mêmes droits, que les pays qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Et c'est pas parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Trump qui a décidé cela parce qu'il voulait justement que le Maroc normalise, parce que le but c'était quoi? C'était pas le Sahara. Je pense que Trump ne connaissait même pas l'existence du Sahara. Ce qu'il voulait, c'est que le Maroc normalise ses relations avec Israël. C'est ça son but. Et que Macron, je sais pas quelle mouche l'a piqué, qui a décidé aussi d'aller dans ce sens-là, que la situation sur le terrain va changer. Elle ne changera jamais. À chaque fois, Jacob prend l'exemple d'Israël. Je suis d'accord. Il y aura, qu'on le veuille ou non, il y aura une Palestine libre. Qu'on le veuille ou non. La seule façon pour qu'il n'y ait pas de Palestine libre, c'est comme ce qui s'est passé au Canada ou aux États-Unis ou en Australie, c'est de décimer les populations. Et là, on ne peut plus le faire. Si on tue tout le monde, à ce moment-là, Israël sera toute seule. On ne peut plus faire ça. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est une question de force géopolitique, de force en présence. Actuellement, les États-Unis aident Israël, d'ailleurs, contre l'avis de la population. Les gens qui sont contre la politique pro-israélienne des États-Unis et deviennent de plus en plus grandes, on le voit dans les médias, et vous le voyez aussi dans les médias. Il y a beaucoup de médias qui dénoncent justement cette proximité outrageeuse entre un État qui est génocidaire, Israël, et des pays comme les États-Unis. Les gens dénoncent que l'argent du contribuable américain serve à tuer des gens. Qu'on le veuille ou non, il y aura la Palestine. Peut-être qu'on ne sera pas vivant, Jacob, toi et moi, mais il y aura. Et au Sahara occidental, il y aura aussi un pays. Maintenant, si le Sahara occidental décide d'aller avoir une autonomie avec le Maroc, que l'Algérie n'a jamais été contre cela. C'est ça la différence entre le Maroc veut prendre le territoire, l'Algérie dit choisissez votre camp, choisissez. Mais si vous avez besoin d'aide, nous allons vous aider parce que l'Algérie a été aidée. On nous a aidés, on nous a donné des armes, on nous a donné on nous a aidés au niveau de l'ONU, on nous a aidés au niveau de toute l'infrastructure dont on avait besoin, de toute la logistique dont on avait besoin pour faire notre évolution. Des pays de l'Est nous ont aidés. Et c'est pas maintenant que l'Algérie va dire là, débrouillez-vous. Non.
le Sahara occidental est la dernière partie de l'Afrique qui doit être décolonisée d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas maintenant qu'on va essayer de jouer sur les frontières. Parce que si on joue sur les frontières du Maroc, ou de Sahara occidental, ou de l'Algérie, ou de la Mauritanie, ben on jouera sur toutes les frontières de toute l'Afrique. Et vous savez comment le découpage a été fait. Le découpage n'a pas été fait selon les ethnies, selon en fait, des considérations ethniques ou géographiques. Il a été découpé comme ça. Ce sont des puissances qui ont découpé l'Afrique et ils sont partagé le gâteau. Vous comprenez? Alors, la seule façon d'avoir la paix en Afrique, c'est de décoloniser. Maintenant, décoloniser comment? C'est pas en menant le bâton. La France a mené le bâton pendant 132 ans. Elle a détruit une population complète. Elle a détruit la langue, elle a détruit la civilisation, elle a détruit la culture, elle a tout détruit. Mais le jour où le peuple a décidé de se débarrasser de la colonisation, il s'est débarrassé de la colonisation. C'est une question de conjoncture politique. Actuellement, la conjoncture n'est pas favorable à la Palestine, elle n'est pas favorable au Sahara occidental. Mais il y aura un jour où ça se fera. Pourquoi? Parce que non, on ne peut pas être contre le droit international, on ne peut pas être contre la justesse des causes. La cause sahraoui et la cause palestinienne sont des causes justes du point de vue humanitaire, pas du point de vue algérien, du point de vue humanitaire, du point de vue pire que ça, du point de vue humaniste. On ne peut pas être humaniste et être contre la création d'un État de Palestine ou la création d'un État du Sahara occidental. Jacob, Oui. une réaction ou je passe à la question suivante? Non, je ne voudrais pas faire de la peine, mais on n'est pas à l'université ici. On parle de relations internationales, de géostratégie, de combat à mort entre des intérêts supérieurs. Regardez ce qui se passe entre la Russie et l'Amérique, entre la Chine et l'Amérique. Ce sont des combats à mort, le Venezuela, etc. Voilà ce que c'est pas. On a passé le stade. Bien sûr, je partage sur le plan, mais on n'est pas. Je regrette de le dire et je préfère et j'aimerais que ça soit pas entendu comme une espèce de dérision. Mais voilà, mais c'est la réalité, c'est tout. Après, bon, on peut, mais il y a une chose que je refuserai toujours d'admettre, c'est qu'un État, quel que soit l'État, et là je vise l'Algérie, que cet État soit mu uniquement, hein, d'accord, par son soutien au droit international, la décolonisation, etc. Voilà. Je pense que, je suis convaincu que tout État, parce que chaque État s'intéresse à sa puissance, à son influence, à ses richesses, à son développement. Et malheureusement, quand un État, tout État pense comme ça. Donc, malgré tous les beaux principes dont il s'entoure. Voilà. Et on peut faire l'histoire de tous les États depuis 1945, et même avant. Regardez par exemple l'Europe chrétienne. L'Europe chrétienne qui obéissait au pape, l'Europe catholique qui obéissait au pape et qui construisait des cathédrales. Il se faisait des guerres tout le temps. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y avait ce qu'on appelait l'épître de Rotterdam. On l'avait étudié à Sciences Po. Bon, elle date de 1400 et quelques. Et il y avait un prélat à Rotterdam qui avait écrit cette épître et qui avait dit « Vos majestés, nous obéissons tous au même Dieu, nous croyons dans les principes, etc. Pourquoi vous faites la guerre? Pourquoi vous ne résolvez pas vos problèmes de manière pacifique ?» Mais il n'a pas été entendu. Pourquoi il n'a pas été entendu? Parce qu'un État, tout État, c'est pour ça qu'on dit la raison d'État, tout État a une constitution, a des intérêts qui dépassent l'entendement, la raison. Donc en fait, c'est ça le problème. Voilà, le fond du problème est là. Et si on voit, c'est pas seulement depuis 1945, le monde a toujours fonctionné comme ça. On n'a jamais, vous savez, après la Première Guerre mondiale, on s'était dit, c'est la der des der, quelle horreur, mais c'est pas possible, mais comment on a pu se laisser aller à ça? Enfin, c'est une guerre civile. Et puis ils ont recommencé. Donc, c'est ça, moi, ce que j'aurais voulu,
mettre le doigt sur ce point, c'est que malheureusement, et les petits peuples payent le prix. C'est-à-dire que nous sommes dans une jungle, qu'on essaye comment dire, d'arranger avec un droit, mais qui n'est jamais, enfin, qui est appliqué lorsque ça arrange certains, mais qu'en général, on bafoue. Voilà. Cher monsieur Ben Saada, j'ai une question à vous poser. Pourquoi le Maroc et l'Algérie se déchirent autant alors qu'ils ont une histoire commune et les peuples en commun, enfin les peuples berbères sont communs? Oui. Alors, premièrement, il n'y a pas que des peuples berbères en Algérie et au Maroc, il y a des peuples aussi qui sont issus d'autres ethnies. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, les peuples sont les peuples frontaliers. Vous savez, il n'y a pas de frontière naturelle entre le Maroc et l'Algérie. Donc, les peuples, vous savez, il y a des villes qui sont séparées par une frontière. C'est-à-dire qu'il y a la frontière entre les deux, un peu comme entre la France et la Belgique, par exemple, ou les États-Unis et le Canada. Donc, il y a des familles marocaines et algériennes qui peuvent se visiter, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une animosité entre les deux. Par contre, le Maroc a toujours eu un problème par rapport à ses frontières. Le Maroc a toujours eu des idées de grandeur, etc. Il y avait même eu à un certain moment il y a une carte qui a été vue par c'était le conseiller de Trump d'ailleurs qui l'avait vu. Il l'avait vu dans le bureau, puis il avait fait une vidéo là-dessus. Il disait, en fait, j'ai vu la carte du Maroc. Il y avait la moitié, il y avait le Maroc, il y avait la Mauritanie, il y avait le Sahara occidental, et il y avait toute une partie de l'Algérie. Donc, il y a encore en fait, le Maroc aussi, au-delà du Sahara occidental, le Maroc aussi, certains illuminés du marocain qui revendiquent aussi l'Algérie. Et on leur conseille certainement de ne pas toucher à l'Algérie parce que la réponse va être très brutale. Voilà. Ce que l'Algérie reproche au Maroc, c'est que, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, déjà en 1963, au lieu de saigner, pendant que nous on pensait nos blessures, les blessures de 8 ans de guerre et de 132 ans de colonisation, le Maroc est venu nous attaquer pour justement prendre des territoires. Vous comprenez? Ça n'a pas été, considéré comme très, disons, fraternel par un peuple qui devrait l'être. Est-ce qu'ils n'ont pas été instrumentalisés pour faire ça, selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation? Une instrumentalisation par qui? Du Maroc. Non, le Maroc a toujours eu des visées expansionnistes, un peu comme Israël. Israël aussi. Israël, elle ne revendique pas juste la partie Gaza et la Cisjordanie. Elle revendique la Jordanie, elle revendique une partie du Sinaï, elle revendique une partie de l'Arabie Saoudite, etc. Donc il y a juste à voir un peu le drapeau israélien pour comprendre que Israël est un pays expansionniste, voilà. Donc le Maroc est expansionniste, c'est-à-dire qu'il rêve toujours d'avoir un territoire qui correspond à sa grandeur, à la grandeur d'une histoire qui est complètement imaginaire, quoi. Les territoires. Quand on comprend, par exemple, la France d'aujourd'hui, elle s'est construite. Je veux dire, la Savoie est très récente, par exemple. Vous avez des territoires français qui appartiennent à la France maintenant, qui n'appartenaient pas à la France. Prenez par exemple l'Italie. L'Italie, le pays Italie existe vers la fin du 19e siècle. Avant, c'était des principautés complètement. Il n'y avait pas de pays, l'Italie n'existait pas. Donc, à un certain moment de l'histoire, on arrête, et puis on dit, voilà, ce sont nos frontières. On ne peut pas essayer de revendiquer des frontières qui existaient, disons, comme disait l'autre, je me rappelle, il y avait un ancien premier ministre français qui a rencontré l'ayatollah iranien, puis lui disait, voilà, mais Israël, vous savez, il y a 2000 ans, ils avaient un territoire. Il dit, mais nous aussi, notre territoire s'étendait en Chine. Il y a 5000 ans,
Nous, on contrôlait la Chine. Est-ce qu'on va revendiquer la Chine? Pardon, il disait, je me suis trompé, il disait, nous, on contrôlait l'Inde. Est-ce que nous, on va revendiquer l'Inde maintenant? Non. On ne peut pas dire comme ça, il y a 2000 ans, j'étais là, bon, je prends ton territoire. Personne n'accepte ça. Personne n'accepte ça. La même chose pour le Maroc. Le Maroc a eu quelques caravanes qui passaient par là, puis dit, OK, nous, on passait par là avec des caravanes, donc c'est notre territoire. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des frontières qui ont été tracées en fonction des mouvements géopolitiques, en fonction des guerres, en fonction de tous les bouleversements géopolitiques qu'il y a eu dans la région. Et à un certain moment, on s'arrête, on dit, voilà, c'est ça. Et puis, les frontières ont été tracées par les colonisateurs. Les colonisateurs ont tracé des frontières. Et il faut, si on veut avoir un peu de paix en Afrique, il faut avoir sa souveraineté. Il vous faut une souveraineté. Il faut que vous soyez souverain chez vous. Exactement. Et puis, voilà. Et quand il y a des peuples qui disent nous ne voulons pas appartenir à telle ou telle puissance, ben, ils appartiennent pas à telle ou telle puissance. Vous comprenez, c'est que ça s'est produit beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut. Le Timor oriental est tout récent. Ils ne voulaient pas appartenir à l'Indonésie. Ben, ils ont fait un référendum. Ils n'appartiennent pas à l'Indonésie. Et ça, c'est le droit international. L'Indonésie n'a pas dit OK, moi j'ai l'armée la plus puissante. Le Timor oriental est une petite île perdue comme ça qui n'a pas d'armée. Moi, je vais l'écraser, la prendre. Et c'est ça, c'est contre ça qu'on se bat. Et c'est contre ça que tout ce que font les Occidentaux actuellement, les Occidentaux ne sont pas un exemple. Les Occidentaux, ils ont été à la base de la colonisation d'une grande partie du monde. Ils ont été à la base de l'esclavagisme. Ils ont décimé des populations. Donc les Occidentaux, ce que font les Occidentaux actuellement, que ce soit les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc., ce sont des génocidaires. Ils ont fait des génocides dans le monde entier. Qu'ils viennent pas nous donner des leçons de comment faire actuellement. Et si on dit, OK, celui qui a le plus grand bâton, c'est lui qui doit avoir la terre, ben on revient au Moyen-Âge, on revient avant, dans le temps des colonisations, et les gens vont se battre, c'est tout. Parce que les gens se battent pour le territoire. Vous savez, le territoire est quelque chose de sacré. Le territoire est quelque chose de sacré. On doit se battre pour le territoire. Oui, Jacob, tu veux réagir sur la question de l'expansion, la volonté expansionniste marocaine? Bon, encore une fois, d'ailleurs, j'ai commencé, quand j'ai fait un avant-propos, j'avais dit que la monarchie marocaine a privilégié la pérennité de son pouvoir absolu à la récupération des territoires colonisés par l'Espagne, qui restaient colonisés par l'Espagne. Je m'explique. En 1955, si le roi du Maroc, Mohamed V, qui revenait il était exilé, enfin, bon, il a été forcé à l'exil, il est revenu. Il y avait des groupes de milliers d'hommes qui étaient partout, qui voulaient libérer tous les territoires, même le Sahara. Je tiens ça, j'ai des amis qui vivent dans le sud-est du Maroc, qui m'ont raconté, etc. Mais ces groupes révolutionnaires ne voulaient pas d'une monarchie absolue, ils voulaient d'une république. Et donc, la monarchie marocaine, au lieu de récupérer, vous savez, si en 1955, ces groupes révolutionnaires avaient repris tous les territoires espagnols, donc y compris le Sahara occidental, je crois que personne n'aurait rien dit à l'époque. Voilà. Parce que l'époque était à la décolonisation, etc. Bon, la monarchie marocaine s'est même alliée avec les anciens colonisateurs, c'est-à-dire l'Espagne et la France, pour briser les révoltes populaires dans le Rif en 1958. C'est-à-dire l'armée marocaine s'est alliée à l'ex-colonisateur pour briser les mouvements révolutionnaires. Donc en fait, ce que je dis, c'est que la monarchie marocaine, elle a préféré sacrifier la récupération du territoire pour conserver le pouvoir, même en s'alliant aux colonisateurs. Évidemment, après, tout pays, vous savez, il ne faut pas s'illusionner, tout pays, bien sûr, le Maroc a la nostalgie, peut avoir la nostalgie d'une certaine influence, d'une certaine grandeur, etc. Je ne défends pas, j'essaye de raisonner en termes de géopolitique, voilà. Et puis aussi un désir de puissance. Voilà. Et qu'on ne me fasse pas dire
que les États, vous savez, prenez par exemple des petits pays comme la Belgique et le Danemark. Ce sont de tout petits pays sympathiques, mais si sympathiques, si gentils, ne feraient pas de mal à une mouche. Vous savez ce que la Belgique a fait au Congo? Et le Danemark qui a colonisé l'Islande, etc. Il faut voir ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ce que, voilà, je regrette d'insister sur ce point, c'est qu'une logique d'État. Le Maroc a une logique d'État, voilà. Et donc, il veut, je ne, comment dire, je ne la fais pas mienne, cette prétention, cette exigence, cette ambition, d'accord? Voilà. Mais c'est un fait, un État, il veut, le Maroc a voulu à un moment donné, lorsque l'occasion historique lui a été donnée, de retrouver son aura, son influence, etc. Voilà. Et il l'a fait. Voilà. Bon, après, bien sûr, et il a réussi, enfin, et j'aimerais dire que il a réussi un tour de force, c'est-à-dire que pendant 30 ans, toute la communauté internationale était pour le Polisario, etc. Bon, certes, il a vendu sa souveraineté au sionisme, etc. Bon, il a payé le prix qu'il a voulu payer, mais il est mu par cette ambition, peut-être aussi qu'on lui a soufflé à l'oreille vous savez, de prendre certains territoires pour peut-être mettre l'Algérie en mauvaise posture, etc. Voilà, en fait, voilà ce que je voulais dire. Alors là, je suis d'accord avec toi, Jacob, parce que en fait, les positions politiques de l'Algérie en fait, lui créent beaucoup de problèmes. Mais là où je suis pas d'accord, c'est de dire que tous les pays veulent agrandir leur territoire. L'Algérie n'a jamais voulu agrandir son territoire. L'Algérie a tout fait pour justement ratifier les frontières avec tous les pays voisins. Et elle l'a fait. Même le Maroc a ratifié ses frontières avec l'Algérie. Donc l'Algérie n'a jamais demandé. Avec 2 millions et quelques de kilomètres carrés, on n'a pas besoin d'avoir plus. Vous comprenez? Et jamais elle a demandé, elle n'a jamais revendiqué un autre territoire que celui qui était à l'intérieur des frontières, hérité du colonialisme et par principe de l'intangibilité des frontières. Donc là, il y a comme une différence entre le Maroc et l'Algérie sur ce point de vue-là, et c'est en fait une différence de taille. Quelle est la conséquence de tout cela sur la vie concrète des Sahraouis? Les Sahraouis, oui. Alors, les Sahraouis vivent depuis 50 ans dans des camps qui sont en Algérie. Donc, ils vivent une situation vraiment misérable actuellement, comme tous les gens qui vivent dans des camps. Et en fait, ils persistent, ils signent. D'ailleurs, ils n'ont pas été d'accord aussi par le plan, disons, du Maroc. Ça a été une décision quasi unanime. Vous savez, tout récemment, c'est-à-dire le mardi dernier, je vais juste peut-être faire une citation de Ibrahim Ghali. Bon, je l'ai pas devant moi. Le 24 novembre dernier, il y a eu un sommet, Union européenne Union africaine, et le président de la RAS, donc de la République arabe sahraoui démocratique, était présent à cette réunion, et le Maroc aussi était présent. Les deux étaient présents parce que les deux sont membres de l'Union africaine. Et il a dit nous sommes le dernier territoire à décoloniser. Vous, les Européens, vous, les Africains, vous devez nous aider à nous libérer de cette mainmise du Maroc et de la colonisation marocaine qui a été faite. Et je rappelle, entre parenthèses, vous savez, actuellement, on n'en a pas parlé, il y a un mur. Il y a un mur qui sépare, qui divise le Sahara occidental, une partie du mur qui est colonisée par le Maroc, et de l'autre partie, une petite partie qui est réservée aux Sahraouis. Et ce mur-là, lui-même, qui fait des milliers de kilomètres, a été construit en fait, sous les conseils et peut-être probablement l'aide logistique aussi d'Israël et des Israéliens.
Et donc, en fait, la relation entre le Maroc et Israël ne date pas de la normalisation qui était tout récente en 2020, mais elle date depuis 1948. Je suis en train d'écrire un livre sur le sujet qui sortira probablement l'année prochaine. D'accord. Donc, même Jacob est au courant parce que je lui avais demandé quelques petits renseignements sur quelques petites affaires. Donc, en fait, ces populations qui sont dans des camps vivent depuis, disons, un demi-siècle dans des conditions très, très difficiles qui ont été dénoncées par de nombreux militants européens, américains, espagnols. Vous avez le fameux acteur espagnol aussi qui a dénoncé ça dans un superbe reportage qu'il avait fait et qui ont voyé comment ces gens vivaient. Et en fait, les gens qui vivent sous la colonisation, il y a des Sahraouis qui vivent sous la colonisation marocaine, ils sont persécutés, ils sont emprisonnés, etc. C'est une occupation, ça ressemble beaucoup, peut-être à une échelle moindre, à ce qui se passe en Israël entre les Israéliens et les Palestiniens. Voilà. Jacob, une conclusion sur ce sujet avant qu'on fasse un détour par l'affaire Boualem-Sansal? Malheureusement, il y a des réalités terribles, cyniques, machiavéliques, et malheureusement, aujourd'hui, hier au détriment du peuple palestinien, aujourd'hui au détriment du peuple sahraoui et d'autres peuples qu'on ne peut pas citer parce que bon, ça ne vient pas à l'esprit. Et que, encore une fois, c'est un enjeu qui, j'espère, ne débouchera pas. Moi, ma crainte, c'est que ça débouche sur une guerre ouverte, sur un conflit ouvert. Voilà. Et parce que toutes les conditions, enfin, on est en train de placer les conditions, de réunir les conditions nécessaires, ou en tout cas sur le terrain. J'ai vu un reportage d'un journaliste, certes israélien, mais qui était au Maroc, et qui disait qu'il avait visité un camp militaire des forces armées royales et qui avait dit oh là là, ils ont tellement envie d'en découdre avec leur ennemi, etc. Donc moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait qu'un pays serve de proxy à une guerre, malheureusement au détriment de leurs intérêts. Voilà, c'est ça qui et il y a des, enfin bon, je sais pas, personne ne peut prédire ce qui va se passer, mais malheureusement la tension est assez grande et les éléments d'un conflit sont là. Est-ce que ça débouchera? Personne ne sait, mais en tout cas, il faut espérer que non. Voilà. Alors, je suis d'accord avec Jacob, on espère que non, bien que, en fait, l'Algérie est un pays très visé par ce qu'un de mes amis appelle le FMI, France, Maroc, Israël. Et on fait tout justement pour l'amener à avoir un conflit avec ses voisins. Et on aide aussi les voisins aussi pour qu'ils aient des relations mauvaises avec l'Algérie. Mais l'Algérie a une des armées les plus puissantes de la région et ça risque de faire pas mal de dégâts dans la région. Et on espère justement ne pas en arriver là. On espère que la raison sera gardée et que les problèmes seront résolus de manière pacifique. Et c'est là où je reviens à ce que je disais tout le temps, le droit international. S'il y a le droit international, il n'y aura pas de guerre. Mais s'il n'y a pas de droit international, il y aura des guerres. Voilà. Cher Monsieur Ben Saada, est-ce que vous pourriez, pour en revenir à l'actualité, nous faire un résumé pour les profanes, un résumé de l'affaire Boualem-Sansal pour terminer là-dessus, s'il vous plaît? Ah, pour débuter là-dessus, pour débuter. Oui. Pour débuter là-dessus. Moi, je dis pour terminer, mais si vous voulez développer. Ok. Bon, c'est un peu long, ça risque d'être un peu long. Alors, Boualem Sansal est un écrivain algérien qui, en fait, était un haut fonctionnaire de l'État algérien au ministère de l'Industrie
et qui a bénéficié, qui a étudié en Algérie, qui a eu des postes de très haut niveau dans un ministère algérien. Donc, il était ce qu'on appelle un vice-ministre ou quelque chose comme ça. Et par la suite, il est allé, en fait, il a commencé à écrire. Et il a écrit des romans qui étaient très, très négatifs par rapport à l'Algérie. Je rappelle un de ces romans on appelle ça Le village de l'Allemand, où il comparait un peu, il disait que, en fait, les membres du FLN, donc des combattants de l'Algérie qui voulaient l'indépendance, en fait, les militaires algériens, étaient formés par des SS. Donc, un petit peu tiré par les cheveux. Ça a été beaucoup discuté et démenti, cette histoire, mais après, il a beaucoup écrit sur l'islamisme, il confond, en fait, il est un peu, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Boualem Sansal est quelqu'un de l'extrême droite, donc il épouse les théories de gens d'extrême droite comme Éric Zemmour et toute la clique, donc donc ces déclarations sont toujours des déclarations anti-musulmanes. On confond l'islam. En fait, ce que je leur reproche, c'est de confondre l'islam avec l'islamisme, confondre l'islam avec le terrorisme, confondre l'islam avec le djihadisme, toujours faire des amalgames comme ça. Et ce qui se passe en France actuellement, c'est malheureux de le dire, mais c'est cet amalgame qui se fait. La grande majorité des musulmans ne sont pas des islamistes, ne sont pas des djihadistes, ne sont pas, vous comprenez, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une religion, comme les chrétiens ont une religion, comme ceux qui n'ont pas de religion du tout, etc. Donc, ce sont des êtres humains comme tout le monde qui veulent vivre en paix, qui ne cherchent pas à imposer leurs idées. Mais il y a, bien sûr, dans toutes les religions, que ce soit les religions juives ou chrétiennes ou musulmanes, il y a des gens qui sont djihadistes, qui veulent en découdre. L'histoire nous a montré que, en fait, ce sont des gens qui sont instrumentalisés. Et c'est là où l'instrumentalisation, on a vu Al-Qaïda, on a vu l'État islamique, par exemple, on a vu Daesh, on a vu Jabhat al-Nusra, d'ailleurs, dont provient le fameux président actuel de la Syrie, etc. Donc, ce sont tous des mouvements qui ont été instrumentalisés, parce que ces mouvements-là, ils ne produisent rien du tout. On leur donne des armes. Pour faire la guerre, comme Al-Qaïda a été financé pendant très longtemps par les États-Unis pour faire la guerre contre les Russes à un certain moment, et ils ont été utilisés, etc. Bon, les exemples sont multiples. Et donc, Boualem Sansal est dans cette mouvance-là, c'est-à-dire de faire des amalgames entre l'islam et l'islamisme. Mais ce qui lui a valu un peu le courroux, disons, de la population, beaucoup plus que le gouvernement, parce que je parle, moi actuellement je vous parle d'Algérie, je suis en Algérie, donc je côtoie beaucoup de gens d'Algérie, des intellectuels et des non-intellectuels, tout le monde a le même avis, c'est qu'à un certain moment, il a épousé, et c'est là où on rejoint notre discussion précédente, c'est-à-dire qu'il a épousé les idées du Maroc en disant, l'ouest de l'Algérie, donc l'est du Maroc, est complètement appartenait dans un certain temps appartenait au Maroc. C'est le Maroc normalement et le Maroc est un grand pays, l'Algérie n'est pas un grand pays, etc., etc. Juste une petite clarification, le père de Sansal est un Marocain. Sa mère est algérienne, mais son père est marocain. Je ne sais pas si c'est dû à ça ou autre chose, mais disons que non seulement il épouse les idées d'extrême droite, il épouse les idées marocaines en disant que l'Algérie, une partie de l'Algérie appartient au Maroc. Donc, et autre chose, il y a une vidéo qui a circulé, donc il est parti. Boualem Sansal est parti en 2012 en Israël, et quand il est revenu, il a fait une déclaration du type je suis revenu riche et émerveillé d'Israël. Mais pendant ce séjour-là, il a rencontré il a dit qu'il avait rencontré bien avant, dans les années 90, lorsqu'il était directeur central au niveau du ministère de l'Industrie, il a dit j'ai rencontré, c'était en fait au sommet de Davos, il a dit j'ai rencontré les Israéliens, il a rencontré un ministre qui s'appelle Dan Meridor. Dan Meridor était ministre dans ce temps-là, je ne me rappelle plus de quoi, mais c'est quelqu'un c'est un politicien de très haut calibre qui est devenu à un certain moment vice-ministre vice-premier ministre d'Israël. Et il a dit, mais
ça serait bien que ton ministre, le ministre qui est avec toi, rencontre les responsables, israéliens. Et lui, il a tout fait pour normaliser les relations entre l'Algérie et Israël. Et on s'est rendu compte par la suite que, en fait, Boualem Sansal, après toutes ces déclarations, d'ailleurs j'ai écrit un article fleuve sur le sujet l'été dernier, on s'est rendu compte que finalement c'était un élément comme l'appelle mon ami Jacob, c'était un sayanim, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime Israël, qui aime les Juifs, qui aime les Israéliens, et qui il fait en fait un peu la promotion de leur politique. Et non seulement il ne condamne jamais les exactions d'Israël, mais il fait tout pour disons arrondir les angles de la politique israélienne. Et donc avec toutes ces déclarations qu'il a faites, les déclarations qu'il a faites contre l'Algérie par rapport à ses frontières, les déclarations qu'il a faites en disant que moi j'avais des relations, et ça c'est en fait avoir des relations, un Algérien qui a des relations avec Israël, avec les autorités israéliennes, c'est en fait c'est une intelligence avec l'ennemi. Pour nous c'est considéré comme une intelligence avec l'ennemi. Et donc, quand il est revenu en Algérie parce que ce qu'il faut dire, en 2012, quand il est parti en Israël, il allait et venait de France en Algérie, personne ne lui parlait. Mais quand il y a eu ces déclarations-là, ces fameuses déclarations, et que je ne sais pas qui a fuité cette vidéo, la vidéo de ces déclarations où il disait. Vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube et sur les réseaux sociaux, où il dit qu'il avait contacté les ministres, etc. Il n'est pas parti faire du tourisme, il est parti faire de la politique. Et c'est ça qui a fait qu'il a été emprisonné. Intelligence avec l'ennemi et aussi, en fait, faire ce qu'il faut dire. En termes de guerre de 4e génération et de guerre cognitive, vous savez que Boualem Sansal n'est pas un citoyen comme un autre. Vous savez, les gens dont la parole est importante, ce sont les gens qui ont des gens qui les suivent, des gens qui les écoutent. Quand un Boualem Sansal dit quelque chose ou quand un philosophe français dit quelque chose, c'est pas la même chose. Ça n'a pas le même impact que lorsque un citoyen lambda fait cela. Donc, l'année dernière, Boualem Sansal a été incarcéré et il a été condamné à 5 ans de prison, mais il a été tout récemment, gracié, et il est revenu, il a été gracié grâce à l'intervention des autorités allemandes qui ont intervenu pour son cas, et il est parti en Allemagne et actuellement il est en France. Voilà, pour résumer. Oui. Merci. Et qu'est-ce que vous pensez de ces dernières déclarations dans lesquelles il affirme qu'il va retourner en Algérie? Quelle est votre opinion là-dessus, à tous les deux, avant de conclure? La première des choses que les gens, en fait, il y a beaucoup d'humour en Algérie, c'est qu'ils disent, quand il est rentré en prison, Boualem Sansal avait mauvaise mine, des cheveux longs, il avait le teint gris, etc. Et quand il est rentré en prison, il est devenu beau gosse, il est devenu très beau. Là, il y a beaucoup de vidéos qui sortent qu'il a une bonne mine, alors qu'on le disait mourant. En fait, la plupart des gens qui le défendaient disaient Boualem Sansal va mourir en prison. Il a un cancer, il a été très bien soigné. D'ailleurs, il a dit qu'il a été très bien soigné, mais il est beau. Alors, je ne sais pas s'il veut revenir pour encore augmenter sa beauté. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Parce que s'il était maltraité en Algérie, il ne reviendrait pas quand même. C'est un beau gosse. Je vais laisser Jacob conclure cette belle émission un peu sportive réalisée à partir d'un café. Je vous remercie pour votre compréhension. Merci à toi, Jacob. Merci à tous les deux. Et Jacob, je te laisse conclure. Sur quoi? Je vais dire quelques mots sur Sansal. Exactement, voilà. Sansal, c'est l'exemple type du gars qui a envie de réussir en France, par exemple, et qui épouse, comme d'autres, je peux citer d'autres, qui épouse les idées du lobby tout-puissant. Il a compris qu'il y a un lobby tout-puissant en France, qui peut tout. Et d'ailleurs, c'est que ses livres
Enfin, moi, je les ai pas lus, mais il paraît qu'il n'est pas, enfin, il n'a pas un talent fantastique. Enfin, peut-être qu'ils sont corrects ou moyens, ou bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a eu une audience absolument phénoménale de ses livres. Et on connaît la puissance du lobby qui a su le placer à la télé, dans le salon du livre, en Allemagne, etc. Et donc, lui, à mon avis, il le savait. Il savait qui tire les ficelles en France. Et il avait cette sympathie déjà naturelle. Et donc, le lobby a vu en lui un agent fantastique qui, pour répandre l'islamophobie, pour critiquer l'Algérie, etc., c'est un agent qui a un très grand prix en France pour le lobby. Voilà. Et c'est le même cas que Kamel Daoud, d'ailleurs. On appelle ça, alors moi je les ai appelés des informateurs indigènes. Alors les informateurs indigènes, ce sont des indigènes qui disent la même chose que veut dire le non-indigène, finalement. Parce que si un Français va dire quelque chose qui est contre l'islam, on va dire, oh, vous êtes islamophobe. Mais s'il dit, oh non, moi je suis musulman, mais voilà ce que je pense de l'islam, la même chose, bon, on va pas l'attaquer. On appelle ça des informateurs indigènes. Et Boualem Sansal et Kamel Daoud en sont des exemples pédagogiques. Ce sera le mot de la fin, c'est magnifique. On est ici pour dire les choses librement et essayer de dire la vérité, en tout cas sa vérité. Un grand merci à tous les deux pour ce débat très digne. Je vous remercie beaucoup et vous reviendrez sur Tribune Libre, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.